Cette soirée-là, dans les rues historiques d'Édimbourg, deux femmes dirigeantes se rencontraient en secret. Toutes deux brûlaient d'un rêve d'indépendance, mais leurs visions étaient diamétralement opposées. Marine Le Pen défendait un Frexit anti-européen, tandis que Nicola Sturgeon voulait rapprocher l'Écosse encore plus de l'UE. Cette nuit, ce n'était pas seulement le destin de deux pays qui se jouait, mais celui de deux conceptions radicalement différentes de l'Europe. Marine Le Pen marchait dans les couloirs gothiques du Parlement écossais, sentant le poids de l'histoire dans chaque pierre de ce bâtiment. Les portraits des anciens dirigeants écossais la regardaient passer, témoins silencieux de siècles de lutte pour l'autonomie. Nicola Sturgeon l'attendait dans la salle de réunion privée, vêtue de son tailleur bleu caractéristique. Un sourire professionnel mais chaleureux illuminant son visage. Sur la table, du whisky écossais et le drapeau de l'Union européenne côte à côte formaient un symbolisme saisissant. « Marine » dit Sturgeon en se levant, sa voix portant cet accent écossais distinctif qui la rendait si reconnaissable. « Les dirigeants qui se battent pour l'indépendance doivent se comprendre. Nous avons plus en commun que vous ne le pensez. » Marine accepta la main tendue, observant cette femme qui avait transformé le mouvement indépendantiste écossais en force politique majeure. « Madame Sturgeon, votre invitation était intrigante, bien que nos visions de l'indépendance soient très différentes. Appelez-moi Nicolas, s'il vous plaît. » Et justement, c'est de ces différences que je voulais parler. Sturgeon désigna les fauteuils près de la fenêtre donnant sur la Royal Mile. « Asseyons-nous. J'aimerais vous montrer quelque chose qui pourrait changer votre perspective sur l'Europe. » Mais ce que Marine ignorait, c'est que Sturgeon avait préparé cette rencontre méticuleusement, étudiant chaque aspect de l'idéologie lepéniste, chaque faille dans son argumentation anti-européenne. La soirée d'Édimbourg était froide mais claire, les lumières de la vieille ville scintillant comme des étoiles terrestres. Dans cette salle feutrée du Parlement, deux femmes qui avaient brisé le plafond de verre de la politique européenne allaient s'affronter sur l'avenir même de leur nation. « Vous savez, commença Sturgeon en versant 2 verres de whisky Lagavulin, quand j'ai pris la tête du SNP, beaucoup pensaient qu'une femme ne pourrait jamais mener l'Écosse à l'indépendance. Vous avez dû entendre les mêmes critiques en France. » Marine goûta le whisky, appréciant sa complexité. « Les femmes en politique doivent toujours prouver 2 fois plus que les hommes. Mais notre force, c'est justement cette détermination. » « Exactement, acquiesça Sturgeon. C'est pourquoi je ne comprends pas votre position sur l'Europe. Vous vous battez pour l'indépendance de la France, mais vous voulez l'isoler du monde. Nous voulons l'indépendance de l'Écosse pour mieux nous intégrer dans une Europe unie. » Marine posa son verre avec une précision calculée. « L'Europe unie ? Vous voulez dire l'Europe dominée par Berlin et Bruxelles. Ce n'est pas de l'unité, Nicolas, c'est de la soumission déguisée. Regardez où nous a mené le Brexit, répliqua Sturgeon, sa voix prenant une intensité nouvelle. L'Écosse a voté à 62% pour rester dans l'UE, mais nous avons été traînés dehors contre notre volonté par Westminster. C'est ça l'indépendance selon vous. Marine fronça les sourcils. Le Brexit était nécessaire. Il a libéré la Grande-Bretagne du joug européen. Libéré ? Sturgeon éclata d'un rire sans joie. Marine, avez-vous vu les chiffres réels ? L'économie britannique s'effondre. L'inflation explose. L'Irlande du Nord est au bord de l'explosion sociale. C'est ça que vous voulez pour la France ? Elle se leva et se dirigea vers un écran mural qu'elle alluma d'un geste. Des graphiques apparurent, montrant la dégradation économique du Royaume-Uni depuis 2016. Voici la réalité du Brexit, Marine. PIB en chute libre, investissement étranger divisé par 3, émigration massive des jeunes qualifiés. Marine étudia les données mais resta sur ses positions. Ces chiffres ne montrent que la période de transition. À long terme, la souveraineté retrouvée compensera ces difficultés temporaires. Temporaires ? Sturgeon changea de graphique. Cela fait 7 ans, Marine. 7 ans que l'économie britannique décline. Pendant ce temps, l'Irlande, restée dans l'EU, connaît une croissance exceptionnelle. Mais ce que Sturgeon s'apprêtait à révéler allait ébranler les certitudes de Marine bien plus profondément que ces statistiques. « Marine, puis-je vous poser une question personnelle ?» demanda Sturgeon en revenant s'asseoir. « Vous avez des enfants. Comment imaginez-vous leur avenir dans une France isolée de l'Europe ? » La question toucha un point sensible. Marine pensait souvent à l'héritage qu'elle laisserait aux générations futures. « Je leur imagine un avenir dans une France libre, souveraine, maîtresse de son destin. » Libre de faire quoi ? D'être dépendante de la Chine ou des États-Unis ? Sturgeon secoua la tête. « Marine, la souveraineté du XXIe siècle ne se conquiert pas en s'isolant, mais en s'alliant avec ceux qui partagent nos valeurs. » Elle ouvrit un dossier posé sur la table. « Regardez l'Écosse. Nous exportons 60% de notre whisky vers l'EU. Nos universités accueillent des milliers d'étudiants européens. Nos entreprises participent au programme de recherche européen. Et vous acceptez les contraintes de Bruxelles en échange ?» répliqua Marine. « Contraintes ?» Sturgeon sourit. « Ou standards ? Standards environnementaux, sociaux, démocratiques ? N'est-ce pas exactement ce que veut votre électorat ?» Marine sentait que la conversation prenait une direction qu'elle n'avait pas anticipée. Sturgeon maîtrisait parfaitement son sujet. Chaque argument était étayé, chaque statistique précise. « Nicolas, vous défendez un système qui nie les identités nationales, qui impose une pensée unique de Lisbonne à Helsinki. » Au contraire, dit Sturgeon en ouvrant son ordinateur portable, « l'EU protège les diversités. Tenez, regardez ça. » L'écran de l'ordinateur affichait une carte interactive de l'Europe, parsemée de points colorés. Chaque point représente un programme européen de préservation culturelle, expliqua Sturgeon.
Langue régionale, tradition locale, patrimoine architectural, se finance tout cela. Marine observa la carte avec attention. C'est de la poudre aux yeux. Ces programmes cachent une standardisation plus profonde. Vraiment, Sturgeon cliqua sur plusieurs points. Le programme Erasmus a permis à 10 millions de jeunes Européens de découvrir d'autres cultures. Les fonds structurels ont sauvé des centaines de régions rurales. La politique agricole commune nourrit 50 millions d'Européens. En détruisant l'agriculture française traditionnelle contre Marine, les petits exploitants sont ruinés par la concurrence déloyale de l'Europe de l'Est. C'est exactement le contraire, dit Sturgeon en affichant de nouveaux chiffres. La France est le premier bénéficiaire de la PAC, 9,5 milliards d'euros par an. Sans l'Europe, vos agriculteurs auraient disparu depuis longtemps. Les données étaient implacables. Marine réalisa que beaucoup de ses arguments de campagne ne résistaient pas aux faits concrets, mais Sturgeon n'avait pas terminé sa démonstration. Marine, permettez-moi de vous raconter l'histoire de ma propre conversion européenne, dit-elle en fermant l'ordinateur. En 2014, pendant le référendum sur l'indépendance écossaise, je pensais que nous pourrions nous en sortir seuls. Et vous aviez raison, affirma Marine. L'Écosse aurait pu être indépendante. Non, dit Sturgeon avec une conviction tranquille, nous aurions été une proie facile. 8 millions d'habitants face aux géants mondiaux, nous aurions fini comme vassaux de Londres ou de Washington. Elle se dirigea vers la fenêtre, contemplant Édimbourg qui s'illuminait dans la nuit. C'est après la défaite de 2014 que j'ai compris. La vraie indépendance au XXIe siècle, c'est de choisir ses interdépendances, choisir ses alliances, ses partenaires, ses valeurs communes. Mais alors, pourquoi voulez-vous quitter le Royaume-Uni demanda Marine, intriguée malgré elle. Parce que Londres nous impose ses choix, répondit Sturgeon en se retournant. Westminster a décidé du Brexit sans nous consulter. C'est exactement ce contre quoi vous vous battez en France, non? L'imposition de décisions prises ailleurs. Marine hocha la tête, reconnaissant la logique de l'argument. Mais l'UE fait pareil avec les nations. Non, dit Sturgeon fermement. Dans l'UE, l'Écosse aurait eu sa voix, son vote, ses représentants. Nous serions décideurs, pas subisseurs. Elle retourna s'asseoir, son regard plongé dans celui de Marine. C'est la différence fondamentale entre votre vision et la mienne, Marine. Vous voulez l'indépendance pour vous isoler. Moi, je veux l'indépendance pour mieux choisir mes alliances. Vos alliances vous affaiblissent, insista Marine. Regardez ce qui se passe avec l'immigration en Europe. Bruxelles impose des quotas que les peuples rejettent. Et regardez ce qui se passe au Royaume-Uni, riposta Sturgeon. Boris Johnson a promis de reprendre le contrôle de l'immigration. Résultat, l'immigration a augmenté, mais maintenant elle vient du Pakistan et du Bangladesh au lieu de la Pologne. Elle marqua une pause, laissant l'information pénétrer. Au moins dans le U, nous pouvions influencer les politiques migratoires. Maintenant, le Royaume-Uni les subit passivement. Marine sentait ses certitudes vaciller face à l'argumentation méthodique de Sturgeon. Même si vous avez raison sur certains points, l'Europe reste un projet élitiste qui ignore la volonté populaire. C'est exactement ce que disaient nos opposants en 2014, répondit Sturgeon. Ils prétendaient que l'indépendance était un projet élitiste du SNP, puis 45% des Écossais ont voté pour, et maintenant nous sommes majoritaires dans tous les sondages. Elle ouvrit un nouveau dossier. Marine, connaissez-vous les vraies raisons du succès du mouvement indépendantiste écossais? Votre charisme personnel, suggéra Marine avec une pointe d'ironie. Non, sourit Sturgeon, notre pragmatisme. Nous avons arrêté de faire de l'anti-anglais primaire pour construire un projet positif. Au lieu de dire ce contre quoi nous étions, nous avons expliqué ce pourquoi nous nous battions. Elle sortit des documents du dossier. Regardez notre livre blanc sur l'indépendance. 6 fois 170 pages de propositions concrètes. Système fiscal, politique énergétique, défense, diplomatie. Tout y est. Marine feuilletta le document, impressionnée malgré elle par son sérieux. Et l'Europe y occupe quelle place? Une place centrale, admit Sturgeon, parce que nous avons compris que l'indépendance n'était crédible que si nous restions connectés aux grands réseaux économiques et politiques mondiaux. Elle se pencha vers Marine, son ton devenant plus personnel. Vous savez ce qui m'a définitivement convaincu? La gestion de la pandémie de Covid. Comment ça? Regardez comment s'en sont sortis les pays européens comparés au Royaume-Uni. L'Allemagne, le Danemark, même l'Italie ont mieux protégé leur population. Pourquoi? Parce qu'ils ont partagé leurs informations, coordonner leurs réponses, mutualiser leurs achats de vaccins. Marine se souvenait des polémiques sur la gestion européenne des vaccins. L'Europe a été très lente pour les commandes. Plus lente que le Royaume-Uni au début, c'est vrai. Mais regardez le résultat final. L'Europe a vacciné 75% de sa population en partageant équitablement entre tous les pays. Le Royaume-Uni a privilégié sa population au détriment de ses anciennes colonies. Sturgeon marqua une pause. C'est ça, la différence entre le nationalisme et l'européanisme. Nous pensons que notre prospérité est liée à celle de nos voisins. Mais vous détruisez l'identité nationale. Objecta Marine, au contraire, nous la renforçons, répliqua Sturgeon avec passion. Qu'est-ce qui définit mieux l'Écosse? Notre opposition à l'Angleterre ou nos valeurs de solidarité, de progrès social, d'ouverture au monde? Elle se leva et désigna le tartan accroché au mur. Ce tartan a 400 ans. Il a survécu aux interdictions anglaises, aux tentatives d'assimilation, aux bouleversements industriels. Vous croyez vraiment qu'il va disparaître parce que nous partageons une monnaie avec les Irlandais? La métaphore était puissante. Marine réfléchissait à l'identité française, à ce qui la constituait vraiment.
Nicolas, votre vision est séduisante, mais elle ignore une réalité. L'Europe devient de plus en plus fédérale. Un jour, les nations disparaîtront. Et c'est peut-être tant mieux, dit Sturgeon calmement. Cette phrase fit l'effet d'une bombe dans l'esprit de Marine. Comment pouvez-vous dire ça s'exclama Marine, sa voix trahissant son indignation. Vous qui vous battez pour l'indépendance de l'Écosse. Je me bats pour que l'Écosse choisisse son avenir, corrigea Sturgeon calmement. Si cet avenir passe par une fédération européenne démocratique, pourquoi pas? L'essentiel est que ce soit notre choix. Elle retourna vers l'écran et affiche une nouvelle carte. Regardez l'Europe de 2023, Marine. Les vrais défis sont mondiaux, changement climatique, migration, terrorisme, concurrence chinoise. Aucune nation européenne ne peut y faire face seule. La France le peut, affirma Marine. Nous avons l'arme nucléaire, un siège au Conseil de sécurité et 67 millions d'habitants face à 1,4 milliard de Chinois, l'interrompit Sturgeon, face à 330 millions d'Américains, face aux GAFAM qui pèsent plus lourd que votre PIB. Les chiffres étaient brutaux mais exacts. Sturgeon continua. Marine, vous reprochez à l'Europe d'être faible face aux États-Unis, mais imaginez la France seule face à Google, Amazon, Facebook. Vous croyez vraiment pouvoir les réguler? Nous avons notre souveraineté numérique. Que vous développez avec qui? Avec quel partenaire? Avec quel standard? Sturgeon affiche les statistiques du marché numérique. L'Europe représente 450 millions de consommateurs. C'est le seul marché assez grand pour imposer ses règles aux géants américains. Marine réalisa qu'elle n'avait jamais envisagé la question sous cet angle, mais accepter cette logique, c'est accepter la disparition de la France en tant que nation, c'est accepter sa transformation, nuança Sturgeon. Marine, l'Écosse existe depuis 1000 ans, elle a survécu à l'union avec l'Angleterre parce qu'elle s'est adaptée, la France peut survivre à l'Union européenne de la même façon. Elle s'approcha de Marine, son ton devenant plus personnel. Vous savez ce qui m'a vraiment convaincu de l'européanisme? Ma fille, votre fille, elle a 16 ans. Elle parle couramment anglais, français, espagnol. Elle étudie à distance avec des jeunes de toute l'Europe. Ses meilleures amies sont irlandaises, danoises, portugaises. Sturgeon sourit avec tendresse. Pour elle, l'Europe n'est pas une construction politique abstraite. C'est son espace de vie naturel. Mais elle perd ses racines écossaises, objecta Marine. Au contraire, elle les enrichit. Elle explique le haggis à ses amies européennes. Elle leur fait découvrir Robert Burns en version originale. Elle est plus fièrement écossaise que moi à son âge. Marine pensa à ses propres enfants, à la France qu'elle voulait leur léguer. Nicolas, votre fille, grandit dans un monde globalisé. Mais cette globalisation détruit les particularismes locaux. Seulement si nous la subissons passivement, répondit Sturgeon. Si nous la façonnons activement, elle peut les renforcer. Elle retourna vers son ordinateur et ouvrit un nouveau dossier. Tenez, regardez ça. Le programme Erasmus a créé plus de brassage culturel en 30 ans que les siècles précédents. Résultat, une explosion de l'intérêt pour les langues régionales, les traditions locales, les spécialités culinaires. Les données étaient surprenantes. La mobilité européenne semblait effectivement avoir renforcé les identités locales plutôt que de les affaiblir. Marine, dit Sturgeon en se rasseyant, je vais vous avouer quelque chose. Moi aussi j'ai eu vos doutes sur l'Europe. Pendant longtemps j'ai cru que l'indépendance signifiait l'isolement. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? L'Irlande, répondit Sturgeon sans hésitation. En 2016, quand le Brexit a été voté, j'ai passé 6 mois à Dublin pour étudier leur modèle. Elle se dirigea vers une bibliothèque et en sortit un livre épais. Voici l'histoire de l'indépendance irlandaise, 100 ans de domination anglaise, puis l'indépendance en 1921. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont construit leur nation libre, supposa Marine. Ils ont stagné pendant 60 ans, corrigea Sturgeon. Jusqu'aux années 1980, l'Irlande était l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Immigration massive, économie agricole arriérée, société ultra-conservatrice. Elle ouvrit le livre à une page marquée « Tout a changé en 1973 quand ils ont rejoint la CCE, l'ancêtre de l'UE. En 50 ans, ils sont passés d'un des pays les plus pauvres aux plus riches d'Europe grâce aux fonds européens, nota Marine, grâce à l'ouverture, à la concurrence, aux standards européens, nuança Sturgeon. Les fonds n'étaient qu'un catalyseur, le vrai changement c'était mental. » Elle referma le livre et regarda Marine intensément. L'Irlande a compris que l'indépendance du 21e siècle, c'était pas l'autarcie du 19e, c'était la capacité de choisir ses partenaires et ses combats. Mais ils ont perdu leur souveraineté monétaire, fiscale, et ils ont gagné une prospérité inédite, l'interrompit Sturgeon. Regardez Dublin aujourd'hui. Siège européen de Google, Facebook, Apple. Pourquoi? Parce qu'ils offrent l'accès au marché européen avec la flexibilité anglo-saxonne. Marine réfléchissait. L'exemple irlandais était troublant car il contredisait beaucoup de ses certitudes sur l'Europe. Mais l'Irlande reste une exception. Regardez la Grèce. La Grèce était en faillite avant la crise, répliqua Sturgeon. L'Europe l'a sauvée du chaos, certes au prix de réformes douloureuses, mais elle évite aujourd'hui le sort du Venezuela ou du Zimbabwe.
Elle ralluma l'écran et affiche de nouveaux graphiques. Marine regardait objectivement quels sont les pays les plus prospères, les plus démocratiques, les plus pacifiques au monde. Marine observa les classements internationaux. Invariablement, les pays nordiques et d'Europe occidentale dominaient. Ces pays sont tous dans l'UE, continua Sturgeon. Coïncidence ? Je ne crois pas. L'Europe crée un environnement favorable à la démocratie, à l'innovation, au progrès social. Mais elle impose aussi ses valeurs libérales, objecta Marine. Elle respecte la diversité des modèles sociaux. Contre Sturgeon, le Danemark a gardé son État-providence généreux, l'Allemagne son modèle industriel, la France ses services publics. Où voyez-vous l'uniformisation ? Marine cherchait des exemples concrets, mais peinait à en trouver. L'argumentation de Sturgeon était redoutablement documentée. Nicolas, admettons que vous ayez raison sur l'économie, mais qu'en est-il de l'identité, des valeurs, de la culture française ? Elle se renforce par le contraste, répondit Sturgeon avec un sourire. Plus mes concitoyens voyagent en Europe, plus ils apprécient le whisky écossais, plus ils découvrent d'autres cultures, plus ils sont fiers de la leur. Elle se dirigea vers la fenêtre, contemplant la ville endormie. Marine, l'identité ne se protège pas en s'isolant, elle se nourrit en s'exposant, en se confrontant, en s'enrichissant des autres. Mais il y a des limites. Bien sûr qu'il y a des limites, c'est exactement pour ça qu'il faut être dans l'UE pour les négocier, plutôt qu'à l'extérieur pour les subir. Sturgeon se retourna vers Marine. Vous voulez protéger la France, restez en Europe et battez-vous pour une Europe plus française. Sortez de l'Europe et regardez la France devenir une province chinoise ou américaine. Le silence s'installa dans la pièce. Marine Le Pen contemplait Edinburgh par la fenêtre, ses certitudes profondément ébranlées par cette conversation. Pour la première fois de sa carrière politique, elle entrevoyait une autre vision de l'indépendance, une vision qui ne passait pas par l'isolement mais par l'alliance choisie. « Nicolas, dit-elle finalement, votre vision est séduisante, mais elle demande au peuple de faire confiance à des institutions qu'ils ne comprennent pas. C'est exactement le défi, acquiesça Sturgeon, démocratiser l'Europe, la rendre plus proche des citoyens, et pour ça, nous avons besoin de leaders comme vous. Comment ça ? Marine, vous avez une influence énorme sur l'électorat populaire européen. Au lieu de canaliser cette influence vers la destruction, pourquoi ne pas la diriger vers la transformation ? Sturgeon s'approcha d'elle. Imaginez une Europe refondée sur des bases plus démocratiques, plus sociales, plus respectueuses des identités nationales. Vous pourriez en être l'architecte au lieu d'en être l'opposante. Vous me proposez de trahir mes électeurs ? Je vous propose de les mener vers un objectif plus ambitieux que la simple destruction. Sturgeon retourna s'asseoir. Marine, vos électeurs ne veulent pas vraiment sortir de l'Europe. Ils veulent une Europe qui les protège, qui les respecte, qui leur donne de l'espoir. Et vous pensez que c'est possible ? J'en suis certaine. Mais ça demande du courage politique. Le courage d'avouer qu'on s'est trompé, que la solution n'est pas dans la fuite, mais dans le combat. Marine se rassit également, fatiguée par cette longue joute intellectuelle. Nicolas, même si vous avez raison, comment faire confiance à des institutions qui ont imposé l'austérité, qui ignorent les référendums en les changeant de l'intérieur ? Répondit Sturgeon simplement. L'Écosse sera bientôt indépendante et européenne. Nous montrerons qu'on peut être souverainiste et pro-européen. Rejoignez-nous dans ce combat. Marine Le Pen quitta Edinburgh cette nuit-là avec plus de questions que de réponses. Dans l'avion qui la ramenait vers Paris, elle repensait aux arguments de Sturgeon, à cette vision d'une Europe des peuples plutôt qu'une Europe des élites. Pour la première fois, elle entrevoyait la possibilité que son combat anti-européen soit peut-être un mauvais combat, que la vraie bataille ne soit pas contre l'Europe, mais pour une Europe différente. En regardant les lumières de Paris apparaître dans la nuit, Marine Le Pen se demanda si elle avait passé sa carrière à combattre la mauvaise cible, si l'ennemi n'était pas l'Europe elle-même, mais ceux qui l'avaient confisquée. Cette nuit à Edinburgh avait planté une graine de doute qui allait germer longtemps dans l'esprit de Marine Le Pen, une graine qui remettait en question tout ce en quoi elle avait cru.